Donc aujourd'hui, on va commenter cette vidéo, la vidéo qui vient de sortir sur la chaîne principale, Livre et Sciences, sur la géométrie de l'espace-temps, donc qui s'intitule «Vous êtes une ligne d'univers dans l'espace-temps». Et comme d'habitude, là, ce live sera retransmis sur Livre et Sciences TV. Donc il y a quelques mois, j'avais mis les lives associés à l'entropie, aux vidéos sur l'entropie. Il y a eu le petit débat avec les idées froides, qui nous a permis de parler du paradoxe des jumeaux assez en détail, je pense, beaucoup plus que ce qui se fait sur YouTube habituellement, y compris sur le YouTube anglophone. Donc je pense qu'on est allé assez loin et que voilà, c'est des vidéos assez longues, mais on est allé pas mal dans le détail, je trouve. Récemment, j'ai mis la vidéo de la conférence sur la découverte des éléments. Donc là, je parle du tableau périodique, comment on a trouvé les différents éléments, notamment par la spectroscopie. Vous voyez le prisme là. Et normalement, j'aurais dû publier la vidéo le live qui a suivi la vidéo sur Interstellar, sur la dilatation du temps dans Interstellar. Mais justement, il y avait eu ce problème de son. Donc en fait, je vais la retourner un peu ici, là, dans les conditions live, et je la mettrai sur Livre et Sciences TV. Et aussi, j'avais continué à mettre des vidéos sur RES. Donc c'est plus une chaîne de conseils pour les étudiants. En fait, ce que je fais là-dessus, j'aimerais bien changer de format et faire des trucs un peu plus en conditions de live aussi, pour aller un peu plus en profondeur dans les sujets. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est revenir sur cette vidéo, la ligne d'univers dans l'espace-temps, et parler de la géométrie, tracer des diagrammes. Je vais vous montrer un peu... Voilà, ça c'est mon dossier. Donc je fais ça sur Tix, c'est une extension de LaTeX. Et voilà, je crée mes images avec ça. Ça permet d'avoir des images vectorielles sur lesquelles je peux zoomer et que je peux modifier très facilement. Donc voilà, ça c'est toutes les vidéos. Alors ça c'est le brouillon de ce que mon frère a refait au montage. Et on va commenter un peu ces différentes images. Et j'en ai refait quelques-unes pour ce live. Voilà, les hyperboles qui représentent les rotations hyperboliques. Pour ceux qui connaissent, on va finir par ce genre de diagramme. Je ne sais pas trop combien de temps ça va durer, mais voilà. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser la moindre question sur ce que je suis en train de faire ou sur autre chose. Il n'y a pas de règle. Surtout, n'hésitez pas. Ok, donc on va reprendre la vidéo. Et dans cette série sur la relativité, et je vais baisser un petit peu le son, on a beaucoup parlé de points carrés. Ça correspond un peu au son de mon micro. Ah, salut Trifon. Enfin, j'assiste à un live. Ah, c'est la première fois que tu... C'est vrai que je stream je fais un live à une heure inhabituelle, là. D'habitude, c'est le soir. Et d'habitude, c'est plutôt le soir même de la vidéo. Mais j'aime bien profiter du dimanche aussi pour streamer. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Le soir, j'aime bien faire autre chose. Genre dormir. Salut Baz. J'ai déjà assisté avant, mais la dernière fois, c'était il y a 2 ans, je crois. Ok. Ah ouais. Oui, il me semblait que tu avais déjà vu des lives. Donc là, je commence par parler de Minkowski, Poincaré et d'Einstein comme étant les pères fondateurs de la théorie. Donc on a toutes les bases de la théorie qui viennent de Poincaré et d'Einstein et de Lorentz, avec la transformation de Lorentz, qui a été écrite en fait par Poincaré. Voilà, Poincaré, il parle déjà de l'espace-temps, c'est lui qui trouve la formule pour l'addition des vitesses, pour la composition des vitesses, qui justement n'est pas une addition. Il trouve le groupe de Lorentz, etc. Et après, Einstein, lui, fait une formulation qui est plus cinématique et plus basée donc, sur l'espace et le temps plutôt que sur les forces subies par l'électron. Pareil pour E égale mc2, Poincaré en parle avant, mais il a une vision plutôt dynamique pour un cas particulier qui est l'électron, alors qu'Einstein, lui, il écrit ça, il a l'intuition que c'est vrai pour un cadre général. Donc on a vraiment ces deux personnes qui créent la théorie de la relativité qu'on connaît aujourd'hui.
Cette personne, c'est Minkowski. Et donc, il y a Minkowski. Alors là, je me suis trompé dans la vidéo, j'ai dit 1917, alors que c'est 1907. J'ai mis le petit erratum là. Donc la description de Minkowski, c'est en 1907, donc c'est vraiment juste après les débuts de la relativité. Et lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment comprendre qu'il faut avoir une vision géométrique. Il faut vraiment comprendre que on peut avoir une vision géométrique et que ça aide énormément, et que oui, il faut parler d'espace et de temps en même temps. Donc il faut parler de l'espace-temps. Voilà, là j'anticipe un peu sur les différents schémas. Après, c'est le sponsor. Et là, je dis qu'on va parler de dilatation du temps, contraction des longueurs. Et il y a cette petite animation là, que mon frère... Salut au cœur des sciences. De la relativité et de ses effets contre-intuitifs. Pour ça, on va dessiner des diagrammes d'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une ligne d'univers. Et vous voyez qu'il y a T pour le temps et X pour l'espace. Donc on va tracer des diagrammes d'espace-temps à 2 dimensions, au lieu de 4 pour simplifier, et dessiner des droites comme ça. Donc là, j'explique que pour donner rendez-vous à quelqu'un, on a besoin de 3 points dans l'espace. Donc ici, latitude, longitude et la hauteur, par exemple, de l'immeuble, l'étage de l'immeuble. Donc 3 points parce que l'espace est à 3 dimensions, mais qu'il faut un 4e nombre, l'heure du rendez-vous. Et donc, on peut considérer qu'on est dans un monde à 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Hauteur. Latitude, longitude, hauteur. On a... Voilà, c'est peut-être pas à fond là. Hop. Ok, donc l'espace-temps possède 4 dimensions. Et là, je commence à décrire la géométrie. Donc un point de l'espace-temps, c'est ce qu'on appelle un événement. Ça correspond à une valeur de x ici, x égale 2. Et alors, je vais même pousser sans le son. Ça, je commente moi-même en direct. Voilà, ici, on a x égale 2 pour le point A et t égale 3. Donc ça veut dire que par rapport au point O qui est l'origine, on est à 2 mètres du point O et à 3 secondes après le point O. Donc il faut vraiment voir les points, non pas comme des points de l'espace, mais comme des événements de l'espace-temps. Donc c'est ce que je dis dans la vidéo. Par exemple, le point O, c'est quelqu'un qui tape une fois dans ses mains. Et 3 secondes après, décalé de 2 mètres, il y a quelqu'un qui éternue au point A. Voilà, c'est ça des événements. Ensuite, on place une règle au niveau de l'axe des abscisses. On verra que le fait de mettre une règle ici, c'est important, c'est pas anodin. Et donc là, je m'intéresse à la trajectoire de Fry dans l'espace-temps. Et ici, il est immobile par rapport à la règle, donc il reste en x égale à 0. Tous ces points sont en x égale à 0, mais il avance dans le temps. Voilà, il est irrémédiablement entraîné vers le futur. Voilà, je passe un peu, et donc sa ligne d'univers, ça va être une droite verticale. Donc par exemple, chaque point, il tape dans ses mains régulièrement, et entre chaque point, je comble les intervalles. Donc je décris ça par une droite ou une demi-droite, en utilisant les nombres réels. Donc quelque chose de continu. Je peux faire la même chose avec quelqu'un qui est en x égale 2. Donc là, il est immobile en x égale 2. Et je peux faire la même chose avec un robot qui se déplace cette fois-ci. Donc lui, il est plus immobile par rapport à la règle, il avance. Donc au début, il est en x égale 0, ensuite en x égale 1, ensuite en x égale 2. Et cette vitesse par rapport à la règle, ça se traduit par une droite qui n'est plus verticale, mais qui est inclinée. Donc là, on voit qu'une droite verticale, c'est un objet immobile, et une droite inclinée, c'est un objet avec une certaine vitesse. Et si sa vitesse augmente, la droite est encore plus inclinée. Ok, j'avance un peu. Ok, là je vais montrer l'animation. Et maintenant, imaginons qu'on a un objet qui suit cette ligne d'univers. On voit qu'au début, il est immobile. À la fin, il a une vitesse constante. Quand la courbe est bien droite, c'est une vitesse constante. Mais entre les deux, il y a une courbure. Il a changé de vitesse, il a accéléré.
Et donc, dans l'espace-temps, on voit tout de suite l'accélération sous la forme d'une courbure. Donc là, il n'y a pas d'accélération, c'est droit. Là, à la fin, il n'y a pas d'accélération non plus, c'est tout droit. Par contre, là, il y a une courbure. Donc une courbure, ça traduit la présence d'une accélération. Je ne l'ai pas dit, mais donc on n'a pas représenté les variables y et z. On n'a mis qu'une seule variable d'espace. Donc ça, je le dis dans la vidéo. Hein. Donc on considère un objet qui va en ligne droite sur une seule dimension. Donc soit il est immobile sur un point de cette droite, soit il avance vers la droite ou vers la gauche, et il peut avancer à des vitesses différentes. Mais il sort jamais ni en y ni en z. Voilà. Y et z, on oublie, on considère que la variable x. C'est déjà assez compliqué comme ça de faire les schémas, les diagrammes d'espace-temps. Donc on se restreint à une seule dimension d'espace. Ok. Et donc, là on peut un peu mieux comprendre la ligne d'univers. Donc voilà, ça c'est vous par exemple, dans l'espace-temps. À chaque fois que vous accélérez, il y a une courbure. Quand vous avez une vitesse nulle par rapport au référentiel que vous avez choisi, par exemple par rapport à la Terre, si vous êtes à une vitesse nulle, vous avez une droite, une ligne d'univers qui est verticale. Là, on accélère. Donc là, vous vous déplacez vers la gauche. Vous changez de vitesse pour vous déplacer vers la droite. Là, vous ralentissez. Là, vous accélérez à nouveau, etc. Et à la fin, vous êtes à vitesse constante. Donc votre déplacement se traduit par une ligne d'univers. Donc là, là, mon frère l'a animé. Donc, en faisant monter la variable t petit à petit. Mais on peut avoir une vision d'ensemble, une vision un peu d'univers bloc. Je parlerai de l'univers bloc dans la vidéo suivante, en voyant juste cette courbe-là d'un seul coup, et en se disant que c'est le destin ou la vie d'un objet ou même d'une personne. Donc j'ai vu des gens dans les commentaires qui en ont un peu parlé. Là, je m'intéresse à la ligne d'univers, au destin d'un point. Et en fait, nous, on est un volume, on est un ensemble d'atomes, on occupe un certain volume. Et donc, c'est un peu plus compliqué que ça. On a en fait un volume qui se déplace dans le temps, où chaque tranche de l'espace-temps a 4 dimensions. Si vous faites une tranche, vous enlevez une dimension. Donc on passe de 4 à 3, et donc vous avez un volume à 3 dimensions. Ça, c'est votre volume à un instant donné. Donc vous voyez que si on commence à parler des volumes, ça devient un peu plus compliqué. Là, je voulais vraiment faire un truc introductif. Déjà que la vidéo est technique, je voulais pas trop entrer dans les détails. On va s'intéresser à un point. Donc là, on dézoome. Vu de loin, vous êtes un point sur Terre. Et voilà votre trajectoire dans l'espace-temps. Donc plutôt que trajectoire, on pourrait parler de votre existence. C'est vraiment quelque chose qui est posé d'un seul coup. On peut mettre un ordre chronologique, mais on peut aussi se dire que c'est plaqué comme ça sur l'espace-temps, en bloc, comme dans la théorie de l'univers bloc. Ok. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah oui, et là, j'explique qu'il faut changer d'échelle parce que je suis parti d'une échelle de la seconde sur le temps et du mètre sur la distance, sur l'axe des abscisses. Le souci, c'est que si un objet est à grande vitesse, la droite ici va être penchée, et à partir de quelques milliers de kilomètres par seconde, bah, la droite va être complètement plaquée sur l'horizontale, et on ne peut pas distinguer les vitesses qui nous intéressent, qui sont les hautes vitesses. Donc par exemple, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc ici, je monte d'un cran et je me déplace de 300 millions de crans vers la droite. Donc vous imaginez à quel point la droite est vraiment penchée, collée à l'horizontale. Ça monte un peu, mais très très lentement. Donc c'est quasiment totalement horizontal.
Et même un objet qui va à 1000 mètres par seconde, bah, je monte de 1 et je me décale de 1000. Vous voyez, l'angle il va être minuscule, on va rien voir du tout. Donc on change d'échelle, on fait ça en relativité, quand on trace le diagramme de Minkowski. Donc voilà, je garde l'échelle en secondes au niveau temporel. Et au lieu de mettre 1 mètre ici, je remplace par 300 000 km. Et là, bah, un photon, au bout d'une seconde, il a avancé de 300 000 km. Au bout de 2 secondes, il a avancé de 600 000 km. Au bout de 3 secondes, il a avancé de 900 000 km. On voit qu'il va suivre une trajectoire en diagonale, pile à 45 degrés. Et avec cette nouvelle échelle, des fois, vous avez ceux qui se sont renseignés un peu sur la relativité, vous avez déjà vu dans certains ouvrages, on écrit que la vitesse de la lumière est égale à 1. C'est en prenant cette nouvelle échelle. Donc là, vous voyez, j'aurais pu mettre c fois t. En fait, j'ai juste mis t. Parce que très souvent, on ne s'embête pas, on prend c égale à 1. En fait, la vitesse de la lumière, hein, ça dépend de l'échelle que vous mettez en distance et en temps. Donc si vous prenez des mètres et des secondes, ça vaut, la valeur numérique, c'est 3 fois 10 puissance 8, 300 millions de mètres par seconde. Mais si vous habitez aux États-Unis et que vous utilisez des miles, bah, ça va être une autre valeur numérique. Et si vous êtes un extraterrestre qui utilise d'autres échelles, c'est la même lumière, ça va à la même vitesse, mais il va avoir des nombres différents. Donc en fait, c'est arbitraire. C'est le mètre, hein, c'est à notre échelle. La seconde, c'est typiquement la durée entre 2 battements de cœur. Donc, on peut prendre n'importe quelle valeur numérique qu'on veut, quitte à changer les échelles, et bah, tant qu'à faire, autant prendre la bonne échelle pour que la valeur numérique soit égale à 1. Ça simplifie beaucoup les calculs. C'est pour ça que là, j'ai mis t et pas ct. Ok. Donc là, je laisse un peu l'animation se faire. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la ligne d'univers d'un photon, pile à 45 degrés, grâce à ma nouvelle échelle. Ça, c'est un photon qui va vers la droite. Je peux considérer un photon qui va vers la gauche. Ça va donner une autre ligne à 45 degrés, mais penchée dans l'autre sens. Et ça permet de couper en 4 parties l'espace-temps. La partie du haut qu'on appelle le futur, la partie du bas qu'on appelle le passé, et les deux sur les côtés, on appelle ça l'ailleurs. Et pourquoi on peut faire ça? Parce que, je l'explique là, si un événement, par exemple le décollage du vaisseau au point O, il ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc il est obligé de rester dans ce cône-là, on appelle ça l'intérieur du cône de lumière, et c'est pour ça que son futur est forcément coincé là-dedans. Déjà, il ne peut pas aller vers le bas, ce serait reculer dans le passé, retourner dans le passé, il va vers le futur, et il ne peut pas aller trop vite, donc il ne peut pas se déplacer ici sur de grandes distances en un petit intervalle de temps. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un bot là. Et après, question de Trifon. Tu es plutôt plus moins ou moins plus pour la signature de la métrique? Moi, j'utilise moins mais ça dépend. Des fois, j'utilise l'autre parce que ça permet d'avoir des durées, des intervalles positifs pour les durées. Et en fait, il faut surtout faire gaffe quand après tu fais de la mécanique quantique et que tu combines la relativité et la mécanique quantique, notamment quand tu écris ton équation de Schrödinger, il faut faire attention à la métrique, à la signature que tu utilises. Ici, donc, le point O, c'est un événement, le décollage d'un vaisseau, par exemple. Il peut accélérer, mais il ne peut pas avoir une vitesse plus penchée que 45 degrés. Donc, il est coincé entre les deux éléments du cône de lumière. Il ne peut pas faire ça. Ça voudrait dire une droite plus penchée que 45 degrés. Ça voudrait dire une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Et donc, c'est pas possible. Et donc, toute cette zone est interdite. L'objet ne peut pas se rendre dans cette zone-là. Et donc, on appelle ça l'ailleurs. Et dans l'autre sens, ici, un point qui est dans la zone verte, il peut envoyer un signal vers le point O. Donc, il peut y avoir une relation de causalité. Par exemple,
un événement au point A, c'est quelqu'un qui décide qu'on va faire décoller une fusée ou un vaisseau spatial au point O. Donc il peut décider de ça, et il y a toute une chaîne de causes et de conséquences qui arrive au point O. Ça, c'est possible parce qu'on peut envoyer un signal du point A vers le point O. Vous voyez que ce signal est suffisamment vertical, donc à basse vitesse, donc c'est possible. Par contre, du point B au point O, c'est pas possible, parce que le point B, s'il veut envoyer un signal au point O, ça crée une pente qui est trop penchée. Donc un signal qui irait plus vite que la vitesse de la lumière, c'est pas possible. Et donc le point B, il est ni dans le futur, ni dans le passé. Voilà, la zone verte, c'est le passé du point O. Et le point B, il est ni dans le futur, ni dans le passé. On appelle ça l'ailleurs. Voilà, c'est les zones en rouge, là. Et donc, c'est en dehors de l'univers observable. L'univers observable, c'est toute cette zone verte. Vous pouvez observer un événement A quand vous êtes au point O, mais l'événement B, vous ne pouvez pas l'observer au moment du point O. Il va falloir attendre. Là, ici, on imagine, on trace un trait qui va à la vitesse de la lumière. Il va falloir attendre un point qui est là. Mais à l'instant présent, là, si je suis au point O, si mon ici et maintenant c'est le point O, je ne peux pas observer l'événement B. Il va falloir attendre un peu. Et donc l'événement B n'est pas dans mon univers observable. Et là on comprend que l'univers observable s'élargit quand j'attends. Donc plus j'avance vers le futur, et plus je vais pouvoir observer de nouveaux événements. Donc je vais pouvoir observer des galaxies qui sont plus éloignées. Bon, après il faut rajouter à ça l'expansion de l'univers, mais là on est dans un univers plat. Il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de... Ok. Après, je parle de la synchronisation. Donc l'instant présent, c'est tous les événements qui sont à 2 secondes de l'instant initial. Donc entre l'instant initial et le point A, j'ai mesuré 2 secondes. Tous les points qui sont alignés sur la droite horizontale, ils sont aussi à 2 secondes d'une horloge qui est basée sur la règle au niveau de l'axe des abscisses. Et pour ça, j'ai besoin que les horloges soient synchronisées. Et ça pose problème, parce que pour synchroniser les horloges, j'ai besoin de les ramener. J'ai besoin de les ramener au même endroit, et ensuite de les dispatcher, de les déposer sur chaque point de la règle pour qu'elles puissent faire leur mesure. Mais en faisant ça, je vous remets l'animation, je les déplace. Il y a celles-là qui restent immobiles et les autres qui ont une vitesse. Donc elles n'ont pas la même vitesse les unes par rapport aux autres, et on sait que le temps ne s'écoule pas de la même manière, entre guillemets, entre des objets qui ont des vitesses différentes. Ça va poser problème, ces accélérations. Et donc ça va pas. Il faut arriver à synchroniser les horloges à distance, sans avoir besoin de déplacer les objets. Et donc là, l'idée d'Einstein, et je crois que Poincaré aussi, il en a parlé, c'est d'émettre de la lumière vers un miroir, à partir d'une lampe torche, à partir d'une lampe. Donc là, la lampe et le miroir sont immobiles par rapport à la règle. Donc vous voyez que la lampe, elle a une ligne d'univers verticale, et le miroir aussi. Donc on émet de la lumière à partir de la lampe, c'est l'événement A. La lumière va à 45 degrés, elle tape sur le miroir, c'est l'événement B. Et donc elle est réfléchie, donc elle repart dans l'autre direction. Pour revenir sur la lampe, c'est l'événement C. Donc là, il y a eu des questions dans les commentaires de la vidéo sur le fait que le photon... qu'en fait, le photon, il n'a pas forcément une ligne d'univers qui reste à 45 degrés, il peut changer de direction. Et la réponse, c'est que c'est pas le même photon. En fait, là, le photon, la lumière va donner de l'énergie aux atomes du miroir, et ces atomes vont donc absorber le premier photon. Ce photon va disparaître. Il va donner de l'énergie en disparaissant à l'atome, aux atomes du miroir, et ces atomes vont réémettre de l'énergie dans l'autre direction, donc un nouveau photon. Donc le mieux, c'est de dire que ce sont 2 photons différents. Et ce que va dire Einstein, c'est que le point D ici, qui est au milieu entre A et C, est synchronisé avec le point B. Et donc, on a un instant présent considéré par le point D
qui est toute cette ligne horizontale. Donc je peux faire pareil avec un miroir qui est plus éloigné, en faisant partir le signal d'un peu plus tôt. C'est ce qui va apparaître là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai émis la lumière avant, et elle est allée taper. J'enlève ce miroir-là, et je suppose que ça tape sur un autre miroir. Et vous voyez que ça revient pareil sur la lampe. Et j'ai un nouveau point ici qui va être synchronisé avec D et B. Et donc tous ces points-là vont être synchronisés d'après cette méthode. Et ça va me permettre de définir l'instant présent ici, du point de vue de D. Donc c'est l'instant présent considéré par D. Un peu après, on va parler du vocabulaire. Hein. Le verbe considérer, il va falloir bien le différencier du verbe percevoir. C'est pas une perception, c'est ce que je considère. Donc le point D, lui, il a une carte de l'espace-temps, quelqu'un qui est là, et il considère que tous ces points sont simultanés avec lui. Et deuxième chose, ça c'est du point de vue de la lampe. Donc c'est au point D, mais on peut pas associer cet instant présent uniquement à un point de l'espace-temps. Il faut aussi lui associer un référentiel. Ici, c'est le référentiel de la lampe ou de la règle qui est fixé dès le départ. Parce que, justement, on va voir que si on fait la même méthode avec un vaisseau spatial qui se déplace, par rapport à la règle, par rapport à la Terre, voilà, je fais la même chose, mais du point de vue d'un astronaute qui est là-dedans. Il va faire la même procédure. Ça, c'est un résumé. Donc ça, c'est la vitesse de la lumière. Ça, c'est un photon. La ligne d'univers d'un photon. Le vaisseau, lui, il va très vite, mais il va quand même moins vite que la vitesse de la lumière, Donc c'est penché, c'est pas vertical, hein, il n'est pas immobile, il va vite, mais c'est pas non plus une pente plus grande que 45 degrés. Donc ça, c'est la ligne d'univers du vaisseau spatial, que je considère comme ponctuelle aussi. Salut Iceclop, bienvenue. Je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Hein. Donc voilà, ça c'est le vaisseau spatial. Et il va faire pareil, il va émettre de la lumière, ça va taper sur un miroir, et la lumière va revenir vers lui, et il va dire qu'entre l'émission et la réception, il y a un point qui est au milieu, qui est simultané avec le rebond, la réflexion sur le miroir. Donc il va faire la même chose que ça, il va émettre en A, la lumière va taper sur le miroir en B, il va recevoir cette lumière en C, et il va dire que le milieu de AC est simultané avec la réflexion B. Mais on va voir que géométriquement, ça ne va pas donner le même résultat. Je suis un de vos anciens élèves, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. J'espère que ça va aussi. Par contre, je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue sur le live. Ok, donc on fait la même chose avec le vaisseau spatial. Il émet de la lumière en A. Cette lumière, donc, elle va à 45 degrés. Il y a une réflexion ici en B. Et la lumière repart dans l'autre sens à 45 degrés. Donc, vous voyez, ça, c'est bien de la lumière qui est émise, qui tape sur un miroir et qui par réflexion, repart dans l'autre direction. Et donc là, on a bien l'émission au point A et la réception au point C. Et entre A et C, on va définir un point D, et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va dire que D et B sont simultanés. Et vous voyez que c'est plus du tout une ligne horizontale. Donc l'instant présent, tous les événements simultanés au point D, du point de vue du vaisseau, ça va plus être une ligne horizontale. C'est Salim, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, je le sais. C'était il y a quelques années déjà. J'espère que tu vas bien. Ok. Tac, j'avance. On fait la même chose en envoyant un signal un peu plus tard sur un miroir qui est un peu plus proche, et on voit que c'est encore aligné. Et voilà l'instant présent du point de vue du vaisseau. Donc c'est quelque chose qui est penché ici. Ça va, on se porte finalement bien, merci. Ouais, j'espère que tout roule. Donc là, vous voyez la trajectoire du vaisseau spatial.
et la ligne de ses instants présents. Et ben, j'anticipe un peu, ça je l'ai pas trop détaillé dans la vidéo, donc là on va commencer à aller un peu plus loin. Ça en fait ce sont les nouveaux axes T et X pour le vaisseau. Donc là je pourrais rajouter un T' là devant la ligne bleue et un X' devant la ligne violette. Pourquoi? Parce que ben, un objet immobile, il reste sur son axe temporel. Donc sa ligne d'univers à cet objet immobile, je vais tout en haut et je vois il y a T sur la ligne d'univers d'un objet immobile. Donc la ligne d'univers de l'objet, sa trajectoire dans l'espace-temps, c'est son axe temporel. Ça c'est la règle par exemple, c'est le point zéro de la règle. Voilà sa ligne d'univers, c'est son axe temporel. Et le vaisseau c'est pareil, voilà sa ligne d'univers et voilà son axe temporel. Donc l'axe temporel du vaisseau, là où on va mesurer le temps, ce n'est plus cet axe vertical, c'est cette ligne bleue ici. Ici, je peux rajouter T' et là, X'. Hop. Et pourquoi j'ai mis X' là? Parce que bah, quand l'objet, je vais zoomer un peu, quand l'objet était immobile, sa ligne d'univers c'était ça, et son instant présent c'était X. Donc si je veux l'axe temporel, je prends la ligne d'univers, soit de l'objet immobile de la règle, soit du vaisseau. Et si je veux les instants présents, ça va me donner l'axe X. Et l'instant présent pour le vaisseau, c'est ça. Donc voilà les nouveaux axes T' et X' pour le vaisseau spatial. Et donc ça, en fait, c'est pour ceux qui connaissent, hein, c'est la transformation de Lorentz dans le diagramme d'espace-temps. Donc l'axe T, il s'est transformé en l'axe T', et l'axe X, il s'est transformé en l'axe X'. Donc vous voyez, les deux axes qui étaient à... Ah, je vais essayer de faire ça devant la caméra. Les deux axes qui étaient à 45 degrés, qui étaient comme ça, ils se sont rapprochés. Voilà. Et donc ça, cette rotation des axes, c'est la transformation de Lorentz. Donc objet immobile comme ça, et un objet plus rapide comme ça. Bon, vous le voyez là, vous imaginez les axes qui se rapprochent. Donc un objet qui est très lent, c'est une toute petite rotation, et un objet qui est très rapide, ça va quasiment se plaquer sur l'axe à 45 degrés. Et d'ailleurs, vous le voyez là, ces deux axes, ils sont bien symétriques par rapport à 45 degrés. Hop, vous voyez, ça c'est la ligne à 45 degrés d'un photon. Alors bon, le point il n'est pas sur la diagonale au début, mais vous voyez là il y a bien 45 degrés, ce que je trace en pointillé. Donc ça c'est la ligne d'univers d'un photon. Je vais rien écrire. Mais... Et après on va pouvoir mesurer donc les durées là-dessus, sur cet axe, et les distances là-dessus. Il va juste falloir faire attention. Donc c'est l'image que je vous ai montré un peu en spoiler au début. Pour ceux qui connaissent, hein, les rotations ne sont pas des rotations euclidiennes, c'est ce qu'on appelle les rotations hyperboliques. Donc on va parler de ça à la fin. Le but à la fin, c'est d'arriver à ce diagramme et de comprendre un petit peu ce que c'est que cette jolie figure. Ok, on avance. Donc voilà, j'ai deux points ici qui sont simultanés du point de vue de la règle, qui est immobile en bleu, mais pas simultanés du point de vue du vaisseau spatial en bleu, ici. Le vaisseau spatial, voilà sa ligne d'univers, voilà son axe temporel, et voici des instants présents. Donc l'instant présent qui passe par ce point, c'est cette ligne violette, ça ne passe pas par ce point-là. Donc en fait, là, il y a un instant présent qui est dans le passé de cet instant présent-là. Donc ça, c'est ce point-là va être dans le passé de celui-ci, du point de vue du vaisseau. Alors que du point de vue de la règle, ils sont simultanés. Et donc c'est le fameux simultané du point de vue de la règle, et il y en a un qui est dans le passé de l'autre pour le vaisseau. Est-ce qu'à grande vitesse, le temps et l'espace deviennent équivalents? Non, c'est jamais équivalent. Des fois, on entend que le temps et l'espace sont à traiter sur un même pied d'égalité, c'est faux. Je ne sais pas d'où ça vient cette phrase, mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on dessine un diagramme avec des dimensions spatiales ou temporelles que c'est symétrique. Alors, vu que les axes se rapprochent, à la fin, tu as des axes qui sont très proches, mais ils sont jamais collés. Ils sont jamais collés.
Un objet matériel hein, ne touche jamais l'axe. Ça se rapproche énormément, mais ça ne touche jamais. Donc, des fois, pour vulgariser, on dit que si on était à la place du photon, il y a un intervalle de temps nul entre le départ et l'arrivée, mais on n'est jamais à la place du photon. Un photon, c'est pas un objet matériel qui peut chronométrer, qui peut réfléchir. C'est vraiment une manière de vulgariser. Il n'y a pas de référentiel du photon. Donc on ne peut pas faire tout ça avec le photon. On peut passer à la limite. Donc on fait tendre la vitesse vers c. Très souvent, en fait, quand on fait par exemple de la relativité générale ou même de la relativité restreinte un peu poussée, la limite, en fait, c'est plutôt de regarder si on peut prendre la limite quand la masse de l'objet tend vers 0. Vous savez, le photon a une masse nulle, et ça change les équations, ça fait que... Et des fois, on peut prendre la limite, m tend vers 0, la masse de l'objet tend vers 0, et on regarde ce que ça donne. Et ça nous permet de trouver des propriétés des lignes d'univers des photons, des géodésiques des photons. Mais des fois, ça marche pas. Et puis des fois, il y a une limite, mais on n'est pas sûr que ce soit la même chose que la valeur en 0. Mathématiquement, des fois, c'est pas vrai de dire ça. Donc voilà, faut faire attention, il faut pas dire qu'il y a un référentiel du photon, ça n'existe pas. Ok. J'aime bien ces images de transition, là, je sais pas où il a trouvé ça. Mon frère a trouvé ça. Peut-être c'est Motion Element. On se sert beaucoup de Motion Element dernièrement. C'est des animations. Donc, il faut payer un abonnement et il y a plein d'animations de vidéos. De bibliothèques de vidéos. Ok. On arrive à la fin de la vidéo, là. Dernier tiers. Et là, je vais parler du cône de lumière et faire la différence entre ce qu'on considère comme l'instant présent. Voilà, ça c'est un instant présent considéré par le vaisseau. Ça c'est un instant présent considéré par la règle. Mais quand je regarde le ciel, bah vous le savez, c'est pas l'image que j'ai de l'étoile, c'est pas ce que je considère comme l'instant présent. Je sais que c'est l'image du passé. Je sais que si l'étoile elle est à 50 années-lumière, en fait l'image que je regarde c'est l'état qu'avait l'étoile il y a 50 ans. Donc la lumière met 50 ans à parvenir. Et donc, je peux me demander comment on traduit ça dans le diagramme d'espace-temps. Et pour ça, on redessine le cône de lumière. Donc là, j'ai mis que la partie basse, donc c'est le cône de lumière passé. Et en fait, c'est ça ce que vous voyez, ce que vous observez. Ce sont tous les événements, qui sont sur ces deux demi-droites rouges, sur ce cône de lumière passé. Donc soit vous observez un événement qui est proche, à la fois temporellement et en distance. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo de l'ordi qui est en train de s'exciter là. Pourtant il fait pas si chaud, mais... Bon, il va se calmer. Donc ça par exemple c'est la Lune il y a 1 seconde. Donc la Lune est à 1 seconde lumière, la lumière met 1 seconde pour nous parvenir. Donc c'est il n'y a pas longtemps et c'est pas très loin. Et je peux prendre un autre point, une étoile qui est à 50, donc là les échelles sont pas linéaires, hein, mais une étoile qui a 50 années-lumière, il y a 50 ans. Ben ça c'est tous ces deux points-là, ils font partie de la voûte céleste. Regardez le ciel la nuit, vous voyez la Lune et une étoile à côté. C'est des événements qui sont pas du tout au même instant. Il y en a un qui est beaucoup plus proche que l'autre. Il y en a un qui est il y a 1 seconde et l'autre qui est il y a 50 ans. Mais je les vois en même temps. Donc ça, c'est ce que je perçois. Donc ça, c'est la sensation d'observation à différencier de ce que je considère comme l'instant présent, qui est cette droite-là. Donc là, si je regarde l'étoile, ce que je vois, c'est l'image d'il y a 50 ans, mais je peux considérer ce qui se passe en ce moment sur l'étoile.
C'est deux choses différentes. Considérer, observer. Salut Sadmour. Bienvenue sur le live. Hop, voilà. Donc le cône de lumière passé, c'est ça. Et c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez la nuit quand vous regardez le ciel. Ou le jour aussi, hein, mais le jour on voit moins loin, on voit pas les étoiles. Ok. Et si je prolonge ces photons là vers le futur, on appelle ça le cône de lumière. Donc ça c'est un cône dans l'espace à l'espace-temps de 2 dimensions. Si je veux tracer ça à 3 dimensions, et là vous imaginez donc, ouais. Voilà pourquoi je fais les schémas en LaTeX. Parce qu'à la main. Alors déjà sur papier j'ai du mal, alors hop. Voilà. Donc là, vous imaginez qu'on a rajouté une dimension. On a toujours le temps qui va vers le haut. Et cette fois-ci, j'ai 2 dimensions d'espace. X et Y. Et cette fois-ci, donc ce plan-là, ça c'est le plan de simultanéité. C'est l'instant présent de ce point-là. Donc là, il y a plein d'événements qui arrivent en même temps que ce point-là. C'est un plan, un hyperplan, vu qu'en fait on est à 4 dimensions et qu'on coupe pour avoir 3 dimensions. Donc là, c'est à 2 dimensions, parce que c'est un plan, hein, c'est à 2 dimensions, X et Y, parce que je me suis restreint à un espace-temps à 3 dimensions. En fait, l'espace-temps est à 4 dimensions, mais bon, pour le dessiner, c'est impossible. Et donc, en fait, cet instant présent, en vrai, au lieu d'être un plan, c'est un espace à 3 dimensions. Et on appelle ça un hyperplan. En maths, un hyper, ça veut dire de dimension n-1 par rapport à l'espace total. Donc l'hyperplan à 3D. Donc vous imaginez un volume avec des événements qui arrivent tous en même temps. Ça, c'est l'instant présent. Donc ici, on le représente par un plan, et dans ce que j'ai fait dans la vidéo, on représente par une droite. Et le cône de lumière, donc si je monte un peu en dimension, là, c'est ce cône. Donc là, vous imaginez un cône avec le sommet ici et un autre cône symétrique en bas. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un cône de lumière. Encore une fois, la coupe ici, c'est un cercle dans ce que je dessine, mais en vrai, il y a une dimension en plus, donc c'est une sphère. Et donc en fait, vous voyez, quand vous regardez la sphère céleste, vous voyez des cercles ici. Vous voyez plein de cercles. Voilà. Tous les points ici de ces cercles émettent de la lumière, et cette lumière arrive pile en même temps. Ça, c'est moi, ça. Hop, c'est moi ici et maintenant. Et donc la sphère céleste, voilà, ce sont tous ces points verts là, qui sont sur des cercles. Voilà, il y a des étoiles. Là, il y a des étoiles éloignées qui ont envoyé la lumière il y a longtemps. Là, il y a des étoiles proches qui ont envoyé la lumière il n'y a pas longtemps. Et tout ça, ça arrive pile en même temps. C'est la photo que je prends. Donc là, ce sont des cercles dans cette représentation. Et en vrai, donc là, je suis à 3 dimensions. 2 d'espace, 1 de temps. En vrai, il y a 4 dimensions. 3 d'espace et 1 de temps. Et donc, les cercles, si j'augmente d'une dimension, vous savez ce que ça devient? Ça devient des sphères. Donc en fait, c'est plein de sphères. Toutes ces sphères-là qui sont centrées sur moi, ça correspond à ma perception du monde. Donc ce que je vois, ce que je perçois visuellement ici et maintenant, quand je regarde le ciel ou même la journée, c'est toutes ces sphères concentriques. Voilà. C'est pas évident de se le représenter, c'est pour ça qu'on enlève des dimensions, hein, pour que ce soit dessinable. Mais voilà, là vous commencez à voir ce que c'est que le cône de lumière.
Et pareil, le cône de lumière future, bah, si j'émets un flash ici, c'est tous les événements de réception de cette lumière. Donc des gens qui vont recevoir la lumière dans le futur. Ok, ça c'était le cône de lumière. Voilà. Et il reste deux éléments à discuter, la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Donc pour la dilatation du temps, j'utilise ce qu'on appelle un diagramme de Lodel, avec des vaisseaux spatiaux bleus qui partent vers la droite et rouges qui partent vers la gauche, qui ont des vitesses opposées l'une à l'autre. Ça permet d'avoir les mêmes graduations. Vous allez voir qu'il y a des problèmes de graduation dans l'espace-temps. Mais si je fais ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça dans la vidéo, c'est pour éviter de rentrer dans les détails de la graduation. On va en parler après. Donc le vaisseau bleu, il va vers la droite, on l'a dit, ces instants présents, ils sont penchés comme ça. Donc ça, c'est l'instant présent, les pointillés, de ce point du vaisseau, du point de vue du vaisseau. On l'a dit dans la vidéo, l'instant présent est relatif. Donc l'instant présent de la règle, c'est une droite horizontale. L'instant présent du point de vue du vaisseau, ce sont ces pointillés. Et le vaisseau rouge, lui, il a d'autres instants présents, en pointillé en rouge là, mais penchés dans l'autre sens. Vous voyez qu'à nouveau, l'axe temporel et l'axe des X c'est ce que je montrais tout à l'heure, ils se sont rapprochés, mais dans l'autre sens. Et ce qu'on fait, c'est qu'on visualise directement, c'est ça qui est vraiment, vraiment génial avec ce diagramme, on visualise la dilatation du temps. Là. Donc, les deux vaisseaux décollent en même temps. C'est l'événement O. Et le vaisseau bleu se demande combien de temps il s'est écoulé jusqu'à l'événement A. Par exemple, il décolle et il atteint une certaine altitude. Ça, pour lui, c'est l'événement A. Alors, on va pas dire qu'ils décollent de la Terre mais ils vont dans la même direction. Donc là, ils partent vraiment dans des directions opposées dans l'espace. Et donc, par exemple, il va mesurer 3 secondes entre O et A. Mais le vaisseau rouge, lui, il va pas être d'accord. Parce que pour lui, le point A est simultané avec tous ces points sur la droite en pointillé rouge. Du point de vue du vaisseau rouge, le point A, il est simultané avec ce point notamment. Et donc lui, le rouge, il va mesurer les durées avec sa propre horloge, dans son propre référentiel. Et donc, il va mesurer la durée entre le décollage et le point A, mais en considérant que c'est simultané sur cette droite, donc en considérant le point B plutôt. Et donc, il va mesurer en fait cet intervalle de temps-là. Et ici, on peut mesurer, j'ai pris les bons angles normalement. Il y a un angle droit là, ça fait 4. Et donc, au lieu de mesurer 3 secondes, il mesure 4 secondes. Il mesure une durée plus longue, c'est ça la dilatation du temps. Donc, du point de vue du vaisseau rouge, entre O et A, en fait, ce qui s'écoule, c'est le temps entre O et B, donc ça vaut 4. Et on voit tout de suite que c'est symétrique. Le vaisseau rouge, il peut faire pareil avec le point C, il trouve 3 secondes, et le vaisseau bleu, lui, va dire non, 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 moi, avec ma propre horloge, donc c'est sur ce point-là que l'instant présent du point C est situé, et c'est le point D, et donc moi, vaisseau bleu, je mesure 4 secondes entre le décollage et cet instant-là. Cet instant, c'est la ligne en pointillé bleu. Et donc le vaisseau bleu, il mesure lui aussi une durée plus grande que la durée propre du vaisseau rouge. Vous voyez, à chaque fois, la durée qui est petite, c'est la durée propre, c'est la durée mesurée par l'objet dans son propre référentiel, avec un événement qui est au même endroit que l'instant de départ. C'est ça qui fait que c'est symétrique quand on regarde les deux expériences, mais sur une seule expérience, là, c'est pas symétrique. Parce que O et A, en fait, ils sont au même endroit dans le vaisseau. Vous voyez, c'est sur le vaisseau bleu.
Alors que du point de vue du vaisseau rouge, O et A ne sont pas au même endroit. Donc c'est pas symétrique pour une expérience. Par contre, je peux faire la même expérience symétrique dans l'autre sens et voir que la dilatation du temps, en fait, les deux voient l'autre au ralenti. C'est ça la conclusion. Ils voient entre guillemets. C'est pas de la perception, c'est ce qu'ils considèrent. Toujours cette différence entre le verbe considérer et le verbe observer. Et c'est normal qu'ils considèrent des choses symétriques parce que le vaisseau bleu, du point de vue du rouge, il va à 200 000 km par seconde vers la droite, et le vaisseau rouge, du point de vue du bleu, il va à 200 000 km par seconde vers la gauche. La vitesse, c'est relatif, c'est symétrique. Et c'est pour ça que c'est intéressant de tracer ce genre de diagrammes. Ce sont des diagrammes symétriques. Ok ? Et enfin, la contraction des longueurs. Donc là, j'aurais pu reprendre un diagramme symétrique comme ça, et on aurait vu directement les bonnes mesures. J'ai préféré faire autrement pour justement pouvoir parler après des problèmes de graduation. Et à la fin, je fais une remarque en disant, là, j'ai un petit peu pris les bons exemples pour que ça marche bien. En fait, il faut faire attention aux graduations. Donc là, je considère un vaisseau spatial, mais je vais mesurer sa longueur. Donc je vais différencier les points associés à l'arrière du vaisseau. Donc ça, c'est la ligne d'univers de l'arrière du vaisseau. Et ça, c'est la ligne d'univers de l'avant du vaisseau. Ce ne sont pas les mêmes points entre l'avant et l'arrière du vaisseau. Et donc, la règle, du point de vue de la règle, mesurer le vaisseau, c'est prendre la longueur du vaisseau à un instant donné. Et l'instant présent du point de vue de la règle, c'est une droite horizontale. Donc, la règle, elle va mesurer la distance entre ces deux points, A et B. C'est ça, mesurer une longueur, c'est prendre une photo et il faut prendre l'avant et l'arrière en même temps. Voilà, si vous avez un objet qui se déplace devant vous, par exemple ce stylo, je vais l'attraper comme ça, et si vous mesurez la position de l'arrière et l'avant en même temps, ça marche bien. Je vais reculer, tac, ça marche bien. Mais si vous mesurez d'abord l'avant ici et ensuite l'arrière, je vais faire comme ça. Voilà, là, je mesure l'avant à cet endroit et l'arrière à cet endroit, mais j'ai une distance entre les deux qui est toute petite. Ça va pas. Ça, c'est pas la contraction des longueurs, c'est juste je fais n'importe quoi. Je mesure l'avant et l'arrière. Je peux même trouver une distance négative. Là, je fais l'avant du vaisseau est ici, et l'arrière, j'attends vachement longtemps et je le mesure là. J'ai une distance négative, c'est n'importe quoi. Donc, il faut prendre l'avant et l'arrière en même temps. Et en même temps, du point de vue de la règle, c'est AB. Et si je fais ça du point de vue du vaisseau, on l'a dit, la simultanéité, les points simultanés, l'instant présent du point de vue du vaisseau, c'est pas le même. Et donc, en fait, du point de vue du vaisseau, la longueur, c'est AC. Et ça, c'est la longueur propre. C'est la vraie longueur du vaisseau, d'une certaine manière. Donc, la règle, du point de vue de la règle, elle mesure AB, elle mesure une distance plus courte. On voit, AB est plus court que AC. Et donc, c'est la contraction des longueurs. Ok. Donc ça, je finis là-dessus dans la vidéo. Et après, je fais cette petite remarque où je dis justement que je donnerai plus de détails en live. Là, j'ai prononcé une phrase, j'ai dit « on voit que AB est plus petit que AC ». Et en fait, ça peut être trompeur. Là, ça marche. Mais en fait, j'ai pas le droit de comparer dans l'espace-temps des longueurs sur un axe et sur un autre. Et il y a ce genre de diagramme qu'on va tracer là maintenant. En fait, ce que j'ai le droit de comparer, c'est la longueur AB avec cette longueur AD ici, le point D, qui correspond au point C. Donc effectivement, le point AD est plus grand que AB, donc le raisonnement est bon. Mais en fait, j'ai pas le droit de comparer directement. Visuellement, ça marche pas bien. Et la raison de ça,
c'est que, justement, ça rejoint la question de Trifon tout à l'heure, c'est que l'espace et le temps, on a beau les mettre sur un diagramme comme ça, à plat, avec des rôles qui ont l'air un peu symétriques, en fait, c'est pas du tout la même chose, l'espace et le temps. Et mathématiquement, quand on mesure les distances, dans l'espace normal, on utilise le théorème de Pythagore normal, donc avec la distance au carré qui vaut x carré plus y carré. Ouais, c'est le théorème de Pythagore, ça. Donc vous avez un triangle rectangle. Vous connaissez les deux côtés ici, x et y, et vous voulez la distance d, vous appliquez le théorème de Pythagore. Voilà, x carré plus y carré égale à d carré. Ici, x et y, ce sont des distances. C'est la même chose, ce sont deux distances. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace euclidien, en hommage à Euclide. Et un élément central de l'espace-temps, c'est très très important pour comprendre comment fonctionne l'espace-temps. Un élément central, c'est que ce n'est pas un espace euclidien. Il y a un signe moins ici quand je vais appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, si je reviens sur mon petit dessin, et qu'au lieu de mettre des axes spatiaux, je mets un axe temporel. Donc ici, par exemple, CT et X, et que je veux cette distance ici. C'est un intervalle d'espace-temps, on appelle ça. Donc je l'appelle pas D parce que c'est pas une distance, c'est un intervalle d'espace-temps. C'est de l'espace et du temps en même temps, ça. Et là, je pourrais me dire, ben, S carré égale à CT carré. Là, il y a un angle droit là. J'applique le théorème de Pythagore plus X carré. Eh ben non, c'est faux ça. En fait, c'est moins X carré. Et ce signe moins là, il va vraiment tout changer. Il est très important. Et à 3 dimensions, il faut mettre moins y carré, moins z carré. C'était ça l'autre question de Trifon. Là, vous voyez un plus, moins, moins, moins. C'est ce qu'on appelle la convention plus, moins, moins, moins. Et on a le droit aussi d'écrire moins, plus, plus, plus. Ça marche aussi. 3 plus, ça suffira. Ça marche aussi. C'est deux conventions différentes. Des fois, vous rencontrez ça en relativité. Il y a les gens qui utilisent cette convention, des gens qui utilisent cette autre convention. Souvent, ça dépend si vous faites plutôt de la relativité générale ou plutôt de la physique des particules. Mais on retombe toujours sur nos pattes. En fait, ce qui importe, c'est que ce n'est pas le même signe devant le temps et devant la distance, devant la position. Donc moi, je suis à 2 dimensions d'espace-temps. J'oublie Y et Z, je garde ça. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit dans la vidéo. Voilà. Alors très souvent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on prend C égale à 1, quitte à changer les échelles. Donc en fait, je vais prendre C égale à 1. Donc c'est pas 1 mètre par seconde, hein, c'est la distance, au lieu de mettre des mètres, je vais mettre une année-lumière. Et la durée, au lieu de mettre des secondes, je vais mettre une année. Combien d'années-lumière parcourt la lumière en une année? Une, par définition de ce que c'est qu'une année-lumière. Donc C, c'est bien une année-lumière par année. Donc la valeur numérique que je vais prendre, c'est 1. Et donc, ça va me simplifier la vie. Sur mes diagrammes, au lieu de mettre CT, là, je vais mettre juste T. Et là, X, ce que j'ai fait dans la vidéo. OK? Alors, je ne vais pas tout de suite mettre T, je vais mettre déjà, on va regarder l'espace euclidien, l'espace auquel vous êtes habitué. Donc imaginons que je veux comparer la distance OA à la distance OB. Ici. Qu'est-ce que vous faites en pratique? Vraiment dans le monde réel, en pratique, si vous êtes face à votre copie, et que, alors on va mettre un truc un peu plus... on va mettre le point B ici, là.
Là, visuellement, c'est pas évident de savoir si OA est plus grand que OB ou si c'est l'inverse. Qu'est-ce que vous faites en pratique? Bah, vous prenez une règle. Hop, je vais prendre une autre couleur. Vous prenez une règle, vous mettez la graduation devant O. Voilà, vous mettez la règle comme ça. Et ensuite, vous faites quoi? Bah, vous faites tourner la règle. Okay. Je peux commencer, mince. Je peux commencer avec le point B. Voilà, je mets une règle là. Et après, je la fais tourner. Je fais une rotation. C'est ça qui me permet de mesurer les distances sur des axes différents en faisant une rotation. Donc dans l'espace euclidien, quand je fais des rotations, ça dessine des cercles. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait une rotation entre le point B et le point correspondant ici. Et donc là, je peux comparer cette distance ici avec cette distance-là et tout ramener sur l'axe X des distances. Et donc tous ces points-là sont à la même distance de haut, hein, c'est la définition d'un cercle. Vous avez la même distance D, donc D1 égale D2 égale D3. Ah, je suis en dehors du cadre. Voilà, cette distance-là, toutes ces distances sont égales, c'est la définition d'un cercle. Ils sont à égale distance du centre. Et on va voir que dans l'espace-temps, c'est pas des cercles qu'on va tracer, ça va changer. Est-ce que l'expansion accélérée de l'univers pourrait dépasser la vitesse de la lumière, puisque c'est l'univers lui-même et non quelque chose dans l'univers? Oui. Et donc empêcher la lumière d'aller d'un point A à un point B, puisqu'elle ne pourrait plus remonter cette expansion assez vite. Oui, c'est exactement ça. Le tissu de l'espace-temps est en expansion, et plus le point de l'espace-temps est éloigné de moi, et plus il va vite. Et cette vitesse, elle peut dépasser la vitesse de la lumière, parce que c'est pas un objet matériel. C'est pas le déplacement d'un objet par rapport à la grille. Donc il y a la grille de l'espace-temps, c'est un peu ce qu'on dessine là. Et cette grille, en fait, elle est en expansion. Donc ça, c'est la grille de l'espace que je dessine. Il n'y a pas le temps là. Là, j'attends un peu et ça devient ça. Et donc les objets ici, qui étaient là, ils se sont éloignés, mais ils n'ont pas bougé par rapport à la grille. Et ce qui est limité, c'est la vitesse des objets par rapport à cette grille. Voilà, ça ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Là, c'est l'espace, là. Hein. Je ne dessine pas le temps, là. Ce n'est pas l'espace-temps. Par contre, cette vitesse-là, d'un objet par rapport à l'autre, d'un point de la grille par rapport à l'autre, celle-là, ça peut dépasser la vitesse de la lumière. Et donc oui, du coup, il y a des galaxies qui sont déjà trop loin, en train de s'éloigner trop vite. On les verra jamais. Et on n'y aura jamais accès. C'est pas pareil. On finira par les voir, parce que la lumière finira par nous arriver, mais elles seront hors de notre portée. C'est pas la même chose. En ce cas, la lumière serait comme quelqu'un essayant de remonter à contresens un tapis roulant plus rapide que lui. Ouais, c'est ça. Il y a la grille de l'espace-temps qui a sa propre vitesse. Les points de la grille est dynamique. Donc les points de la grille de l'espace, les points de la grille s'éloignent les uns des autres. Et en plus de ça, les objets bougent un peu. Voilà, cette galaxie, elle va se déplacer un tout petit peu elle va être ici, juste à côté. Mais très très lentement comparé à la vitesse de grille. Ok. Je vais vous montrer le résultat. J'aime bien faire ça. Pédagogiquement, je trouve ça très intéressant de faire comme ça. Ça, ce sont des cercles entre guillemets dans l'espace-temps. Là, les distances entre tous les points de cette courbe, tous les points de cette courbe sont à même distance du centre. Pourquoi? Parce que dans l'espace-temps, on ne fait pas des rotations euclidiennes. On fait, vous voyez le nom du fichier là, on fait des rotations hyperboliques. Et on va tracer, au lieu de tracer des cercles, on va tracer des hyperboles. Et tout ça, ça vient de ce signe moins ici, là. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Sur un petit exemple.
Donc par exemple, donc je prends t et x, je me demande, je prends un point O, un point A, et alors je vais vous montrer l'exemple rapidement avec le cercle, mais vous connaissez. Si je veux tous les points de l'espace euclidien qui sont à même distance de l'origine que ne l'est le point... je vais faire ça sera plus simple. Que ne l'est le point A. Donc je veux la même distance OA. Je prends un autre point B, et j'aimerais bien que les distances OA et OB soient égales. Par exemple, A est en x égale à 1, y égale à 0. Ça, c'est les coordonnées du point A. Vous voyez, ça vaut 1, et la hauteur, ça vaut 0. Ben, le point B, ça peut être x égale racine de 2 et y égale racine de 2. Si je calcule x carré plus y carré, donc la distance au carré, bah dans les deux cas, ça fait bien 1. 1 au carré plus 0 au carré, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Et je fais pareil avec le point B. Racine de 2 au carré, je me suis trompé, c'est 1 sur racine de 2. Hop, 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Hop. Racine de 2, ça fait 1,4 à peu près. L'inverse, ça fait quelque chose comme 0,7. 1 sur racine de 2 au carré, ça fait 1,5. Plus 1 sur racine de 2 au carré, ça fait 1,5 aussi. Ça fait bien 1. Donc les distances AB sont bien égales. Vous voyez, là, j'ai calculé x carré plus y carré. Et maintenant, je vais calculer t carré moins x carré. Il y a un signe moins dans l'espace-temps. Et ça va changer beaucoup de choses. C'est pas évident comme théorie, mais c'est quand même Einstein-Tiff. Ok, ça y est, c'est parti pour les blagues. Pourquoi devrait-elle être composée... je l'avais jamais entendu, elle est très bien. Pourquoi devrait-elle être composée d'une énergie? Alors... Ah, il y avait une question avant. T'es sûr qu'elle existe, la grille? De quelle énergie est-elle composée? Non, je suis pas sûr qu'elle existe. C'est ce qu'on appelle l'éther. C'est l'éther moderne. C'est contesté par certains physiciens et accepté par d'autres. C'est un peu l'origine du débat qu'on a eu avec les idées froides sur le paradoxe des jumeaux. Donc j'ai fait une première vidéo sur Livre et Science, la chaîne principale, qui s'appelle « Le paradoxe des jumeaux n'est pas résolu ». En fait, si on dit, comme beaucoup de physiciens, que la relativité est censée balayer toute notion d'éther, que l'éther c'est une vieille théorie et qu'il faut l'oublier, il n'y a pas de version moderne de l'éther, il faut oublier ça. Si on dit ça, alors le paradoxe des jumeaux n'est pas résolu. Et c'est ce que font un peu implicitement certains physiciens. Ils disent que la théorie de la relativité, c'est purement cinématique et il n'y a pas d'éther. Et pour résoudre le paradoxe des jumeaux, bah, soit vous faites de la dynamique, je ne vais pas refaire le débat, hein, soit vous mesurez des forces, soit vous dites qu'il y a une grille, ça revient à ta question, qu'il y a une grille de l'espace-temps. Donc c'est la grille que je dessine depuis le début, là. Voilà, il y a une grille. Et ça, c'est l'espace-temps. Et ça existe et c'est posé là avant les objets. Donc il y a soit cette grille-là, soit toutes les grilles qui vont à vitesse constante. J'en parle à la fin. Voilà. Voilà, vous voyez, tout ça, ce sont les référentiels galiléens. Ils sont à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Et bien ça, c'est un éther moderne, une version moderne de l'éther, qui en fait est implicitement, c'est jamais dit très clairement, je trouve, c'est implicitement utilisé dans les ouvrages académiques de relativité. Donc si vous faites de la relativité moderne, restreinte ou générale, il y a cet éther moderne qui est là. Alors en relativité générale, ce ne sont pas des référentiels, ce sont plutôt on part de ce qu'on appelle la métrique, mais c'est pareil, c'est une manière de mesurer les distances, et c'est posé là avant les objets. Et c'est un peu gênant, c'est encore plus gênant en relativité générale parce que les objets sont censés déformer l'espace-temps.
Donc on pose l'espace-temps avant les objets, mais les objets déforment l'espace-temps. Il y a un truc pas très clair. C'est pour ça que je pense que le paradoxe des jumeaux n'est pas vraiment résolu. Il y a des choses qu'on n'a pas clarifiées en tout cas. Et effectivement, il n'y a pas forcément d'énergie associée à cette grille. C'est pas un objet réel. Donc cette grille, elle est... Là, j'en parle dans cette vidéo. Cette grille, elle est absorbée par les objets massifs. Vous voyez la grille qui tombe sur la Terre, là. Mais il n'y a pas d'objet qui s'accumule au centre. C'est juste un objet sans masse. Après, est-ce que c'est un objet? Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Est-ce que l'espace-temps a une existence propre indépendamment des objets massifs? Tout ça, c'est des questions un peu philosophiques, c'est pas évident. Ouais, c'est juste un repère, c'est un système de coordonnées, sauf que mathématiquement, on commence par poser ça. Le tissu qui s'étend plus vite que la vitesse de la lumière ne serait constitué de rien. Alors, il y a des gens, on ne sait pas, il y a des gens qui travaillent sur une manière de... Vous savez, on essaye de réconcilier la gravité et la mécanique quantique, donc dans des théories de gravité quantique. Et il y a des gens qui essayent de faire un lien entre l'espace-temps, donc la métrique, cette grille, cette métrique en relativité générale qui est posée avant les objets, et le vide de la mécanique quantique, de la théorie quantique des champs. Et de dire que, en fait, loin de tout, quand il n'y a pas des objets, il y a quand même quelque chose, il y a quand même l'énergie du vide, il y a quand même les fluctuations du vide, les fluctuations quantiques, le vide quantique, et en même temps, il y a la métrique. Et il y a des gens qui essayent peut-être de voir si ce serait pas la même chose, en fait. Ou s'il n'y en a pas un qui émerge de l'autre. Mais on ne sait pas, hein, c'est pas du tout des théories établies, ça. Ok. Rien à voir avec le champ scalaire de X, cet éther, car lui aussi est postulé, s'est installé avant que la gravité soit conférée aux particules. Peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste du champ de X, je ne sais pas si c'est... Mais quoi, de ce que je sais, c'est pas... Il n'y a pas de... Il y a peut-être des gens qui travaillent là-dessus, mais il n'y a rien d'établi en tout cas. Mais oui, dans le vide, de particules, même s'il n'y a pas de masse, il y a quand même des choses. Il y a quand même des champs. Et un champ, même si la quantification du champ donne 0 particules, donc il n'y a pas de particules, il y a quand même le champ. Il est quand même là et il a quand même une énergie, effectivement. L'énergie du vide, les fluctuations du vide. Voilà, donc tout ça c'est relié à cette longue discussion sur le paradoxe des jumeaux. Est-ce qu'il y a une grille ou pas? Est-ce qu'il y a un champ ou pas? Ok, donc je finis de faire tourner mes objets dans l'espace-temps. Donc je vais faire pareil. Je vais regarder tous les points de l'espace-temps qui sont à la même distance que le point, à la même distance de l'origine que le point A. Même chose, je vais dire que le point A, il a des coordonnées t égale 0. Vous voyez, on a une hauteur nulle là. Et x égale à 1. Et j'aimerais bien trouver, par exemple, un point de cette hauteur-là qui soit à la même distance spatio-temporelle. Donc ça, je vais appeler ça S carré. C'est l'intervalle d'espace-temps. Et ici, si je remplace t par 0 et x par 1, ça fait 0 au carré moins 1 au carré, ça fait moins 1. Maintenant, j'aimerais bien un point qui vérifie ça, mais avec t égale 1. Donc j'ai t au carré moins x carré égale à moins 1. Je veux résoudre ça, trouver tous les points qui vérifient ça. Par exemple, t égale 1. En fait, pour résoudre ça, je peux passer x carré de l'autre côté. Ça fait x carré égale à t carré plus 1. Okay, j'ai passé x carré là et le plus 1 là. Donc si je remplace t par 1, ça me donne x carré égale à 2. Si je remplace t par 2, ça fait x. Donc x égale à racine de 2. X carré égale à 5. 2 au carré plus 1. Donc racine de 5. Allez, j'en fais un petit dernier.
3 au carré, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Racine de 10. Et donc, ici, là, à la hauteur 1, à la hauteur 1, j'ai x égale racine de 2, donc 1,4. Donc je suis à peu près là. En t égale 2, racine de 5, c'est un peu plus grand que 2. Donc c'est par ici. Ouais, ici. Racine de 10, c'est un peu plus grand que 3. Donc on est là. Et vous voyez, là je suis en train de tracer cette courbe. Ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, moi je supposais que je passais exactement par les points là. Et c'est ce que j'ai tracé là. Alors hop, je vais en tracer qu'une seule. J'en ai prévu plusieurs. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Donc, je peux tracer l'autre branche, l'autre partie de la branche en dessous. C'est une branche d'hyperbole, ça. Ce sont tous les points de l'espace-temps qui sont à même distance du point O. On peut regarder le photon. Donc j'avance un peu là, parce qu'il y a des gens qui sont soit à l'aise avec les calculs, soit des gens qui sont moins à l'aise et ça sert à rien d'insister, il faut regarder ça plusieurs fois. Je peux regarder aussi S carré égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle de genre lumière. Vous voyez ici, l'équation de base, c'est ça. C'est le fameux théorème de Pythagore avec un signe moins. Si S carré vaut 0, ça veut dire par exemple que t égale à x, ou t égale moins x. T égale x, c'est cette droite, et t égale moins x, c'est cette droite. Ça, c'est le cône lumière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'intervalle d'espace-temps entre deux événements de la ligne d'univers du photon, ici, ces 2 points, ont en fait une distance spatio-temporelle qui est nulle. Donc là, il y a une distance qui est nulle. Hop, je refais le cône de lumière. Il est là. Alors, j'ai un peu raté la fin de mon truc, là. Hop. Et là, ça finit par être une asymptote, en fait. Hop, comme ça. Et pourquoi ça fait ça? On comprend un peu avec cet intervalle nul. En fait, entre ce point et ce point, il y a une distance nulle. Et donc, si je me décale un peu, ça fait une petite distance entre O et B. Et en fait, là, OA, on ne le voit pas, hein, mais OA et OB, en fait, c'est le même intervalle. C'est la même distance spatio-temporelle. Okay. Donc, là, les points à même distance du centre dans l'espace euclidien, vous voyez, il y a Y là, ce sont des cercles. Et les points à même distance dans l'espace-temps, ça va être des hyperboles. Voilà, ça c'est un cercle, la traduction du cercle, mais dans l'espace-temps, ça donne une hyperbole, une branche d'hyperbole. Je peux en faire d'autres. Voilà, c'est comme si je traçais d'autres cercles. Il y a les autres branches de l'autre côté. Donc ça, ce sont des distances, des intervalles de genre espace. Et il y a ce qu'on appelle les intervalles de genre temps, c'est aussi des hyperboles. Voilà, c'est pareil. Tout ça, ça vient du signe moins dans le théorème de Pythagore. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Pour être un peu rigoureux vis-à-vis de ce que j'ai dit dans la vidéo, au moment où je compare les points AB, les distances AB et AC. Normalement, hein, pour comparer ça, c'est ce qu'on a dit au début, je prends la règle, je la colle sur le segment AC et je rapporte le point C ici en faisant un arc de cercle jusqu'à l'axe horizontal pour pouvoir comparer à AB. Et bien en fait, ce que je vais faire, c'est rapporter cette distance AC, mais non pas avec un arc de cercle, mais avec un arc d'hyperbole, jusqu'au point D ici. Et donc pour comparer AC et AB, en fait, je vais comparer AB et AD. Voilà. Donc si un jour vous faites de la relativité, vous aurez un petit peu en tête que les distances, il faut se méfier des distances
qui apparaissent visuellement sur le diagramme d'espace-temps. Voilà. Et donc quand vous tracez vos axes, on va faire là. Si vous voulez mesurer, ouais, on va prendre les deux. Hop. X, T. Donc là, j'ai une certaine graduation. Je vous parlais des graduations tout à l'heure. Donc là, j'ai une distance de 1, 2, 3, etc. Mais quand je me place sur un axe qui est penché, donc là, il y a à 45 degrés le photon. Si je prends la ligne d'univers ici d'un vaisseau spatial avec son instant présent initial qui est sur X', en fait, là, il faut que je trace non pas des cercles. Donc, dans l'espace euclidien, je dessinerai des cercles pour avoir ma nouvelle graduation. Tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, là, ce sont des arcs de cercle. Ici, dans l'espace-temps, c'est pas ça que je vais faire. Je vais tracer des hyperboles. Hop, 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 etc. Et donc, en fait, vous voyez, l'intervalle n'est pas le même. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4. On est dans un espace non euclidien. Un espace hyperbolique. On appelle ça un espace lorenzien ou de Minkowski. Voilà. Et donc, je ne peux pas comparer les distances entre des axes qui n'ont pas la même inclinaison. Et pour finir, donc je fais pareil avec le temps. Vous avez vu, il y a des hyperboles qui sont comme ça. J'ai pas le droit de comparer les graduations ici avec les graduations là. Parce que ce ne sont pas des cercles, ce sont des hyperboles. Par contre, si je prends un vaisseau rouge, qui a exactement le même angle là, donc la même vitesse mais dans l'autre sens, bah, les hyperboles sont symétriques. Et ça, c'est génial. Ça me permet d'avoir des graduations ici et là qui sont les mêmes cette fois. Parce que c'est parfaitement symétrique. Et c'est ça que j'ai utilisé pour la dilatation du temps et que j'aurais pu utiliser pour la contraction des longueurs pour aller plus vite. Mais je voulais justement faire un diagramme à partir d'un axe vertical pour pouvoir évoquer le fait qu'il faut faire attention à l'aspect visuel. Voilà. Et vous verrez parfois donc la partie contraction des longueurs qui est également interprétée géométriquement avec des axes qui sont tous les deux penchés du même angle. Donc en fait, l'angle là, cet angle-là, alpha, c'est le même que celui-là. Oui, c'est symétrique. Et, allez, je finis là-dessus, après je vais aller manger. La tangente de cet angle, c'est la vitesse de l'objet, divisée par la vitesse de la lumière, qui vaut 1 souvent quand on fait de la relativité. Donc la tangente, hein, qu'est-ce que c'est? C'est côté opposé sur adjacent, donc c'est t ici sur x. Et, allez, c'est la fin, je me permets des petites équations. On a la transformation de... Non, zut. Ah, est-ce que je mets le C ou... Ouais, non, je vais prendre C égale 1. C'est gamma fois T moins bêta X. Bon, là, ça paraît bizarre, mais C vaut 1, c'est pour ça. Et X' égale gamma X moins bêta T. Cet axe-là, en fait, c'est l'axe T' égale 0. Et cet axe-là, c'est l'axe T égale 0. Vous voyez, là, T c'est la hauteur. T égale 0 partout. Et là, en fait, T' vaut 0 partout sur l'instant présent. C'est l'instant présent du point de vue du vaisseau. Et si je fais T' égale 0, vous voyez que là, T égale à bêta X. Donc, la tangente qui vaut T sur X
ça vaut bêta. Bêta, c'est V sur C. Donc tangente alpha égale V sur C. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si je fais 2 rotations d'affilée, donc par exemple avec 2 angles, alpha et alpha prime, j'ai pas le droit d'ajouter, de dire que ça correspond à l'ajout des vitesses. Ça marche pas. Parce que la tangente n'est pas linéaire. Tangente de alpha plus alpha prime, c'est pas tangente de alpha plus tangente de alpha prime. Et donc quand je combine 2 transformations de Lorentz, 2 boosts, moi je traduis ça par des propulsions. En français, on peut appeler ça une propulsion, un boost. Chacun d'une certaine vitesse, V et V'. En fait, vous n'ajoutez pas les vitesses, vous ajoutez les angles ici. Et à cause de la tangente, ça ne correspond pas à une somme de vitesses. Et donc, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière. Quand vous êtes dans un vaisseau qui va à 200 000 km par seconde, et que vous envoyez de la lumière devant vous à 200 000 km par seconde, par rapport à la Terre, on a envie de faire la somme et de dire que ça va à 400 000 km par seconde. En fait, ça ne marche pas. Cette somme-là, elle ne fonctionne pas. Voilà. Fin du commentaire sur la vidéo. Et moi, si vous avez des questions, je vais répondre. Et puis après, je vais aller manger. Fun fact, il y a un roman de SF, Le Monde Inverti, de Christopher Priest. Ok, j'ai pas lu, je connais pas. Dans lequel les effets relativistes sont vécus par les personnages sur Terre. C'est toute une ville qui doit bouger pour survivre. Et le soleil a la forme d'une hyperbole. Ok. Ouais, que ce soit un cercle, c'est une hyperbole. Ok. Eh ben, c'est bien comme bouquin, j'ai noté. Ah, j'ai une entrée livre sur mon téléphone. Monde inverti. Je pense que je ferai un jour une tier list ou un top 10 des livres de science-fiction. Peut-être là sur Livre et Science TV. Peut-être pas sur la chaîne principale. Ouais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. 2 particules intriquées, une reste sur Terre et l'autre dans le vaisseau spatial proche de la vitesse de la lumière. Si on agit sur l'une des 2 particules, la répercussion sur l'autre sera instantanée sans subir toutes les modifications temporelles que l'équipage subit. Oui, donc c'est là il faut faire attention à action instantanée. C'est pas une action causale, l'intrication. C'est une action non locale. Donc là, c'est de la mécanique quantique, c'est pas du tout ce que je suis en train de décrire là. Donc il faut, pour réfléchir à ces questions, il faut réfléchir donc au postulat de la mécanique quantique, et notamment, il faut décider de l'interprétation de la mécanique quantique qu'on choisit. Et savoir si on a une interprétation locale ou non locale. Très souvent, maintenant, on décide, on décrit la mécanique quantique, les effets quantiques de manière non locale. Donc il y a des effets non locaux, c'est-à-dire vous avez une action sur un objet qui est en fait qui n'est pas ponctuelle. Donc les 2 particules, en fait, c'est un seul objet du point de vue de la mécanique quantique, et c'est pas ponctuel. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et donc, c'est pas un signal, c'est pas une information qui se déplace dans l'espace-temps plus vite que la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de causalité, c'est un seul objet qui est à plusieurs endroits en même temps. Et on ne peut pas fabriquer de signal qui dépasse la vitesse de la lumière. Donc, l'intrication ne brise pas l'interdit de la vitesse de la lumière. J'ai lu beaucoup de mauvais romans de SF, et là, ça n'en est pas un. Ok, bah je testerai. Il faut que je finisse les Asimov. En fait, j'avais commencé il y a longtemps, j'avais lu Fondation. L'année dernière, j'ai fini le cycle des robots, les 6. Et je sais avant Prélude à Fondation et après les robots, il y a un cycle de 3 romans, je crois, qui sont un peu moins connus, j'aimerais bien les lire. Asimov, c'est vraiment, vraiment excellent.
C'est très très bien écrit et les idées sont très bonnes. C'est écrit de manière intelligente, j'aime bien. Et après, oui, il y a beaucoup de mauvais romans de science-fiction, c'est vrai. Il y a pas mal de romans de SF que j'ai commencé et que j'ai pas fini parce que c'était pas bien. Est-ce que ce repère XT change avec l'apport de la gravitation? Si oui, comment? Alors tout ce que j'ai fait là, c'est la relativité restreinte. Donc c'est un espace-temps plat. On appelle ça un espace-temps plat. Donc en fait, tu as donc c'est ce que j'écrivais là, le S carré. Alors souvent on écrit un petit intervalle d'espace-temps et on dit que c'est t carré moins x carré moins y carré moins z carré par exemple, avec des petits intervalles comme ça. Donc ça c'est plat. Ça veut dire que les nombres ici, donc plus 1, moins 1, ne dépendent pas des coordonnées. Donc quand on généralise ça, on appelle ça la métrique. Et vous voyez que ce sont des constantes, c'est partout pareil. En relativité générale, par exemple, si j'écris la métrique de Schwarzschild, donc SCH pour aller plus vite, là, il y a des... Alors, du coup, en relativité générale, j'ai l'autre convention, moi. Donc au lieu de faire moins plus, et vous voyez, c'est les fameuses conventions, j'ai moins 1 moins RS sur R. RS, c'est une constante, c'est le rayon de Schwarzschild, fois dt carré, plus 1 sur 1 moins RS sur R, dr carré, plus les termes sphériques, là. Et vous voyez que ça dépend de R, ça dépend du rayon. Donc, suivant le point que vous considérez par rapport à, par exemple, la singularité du trou noir ou le centre d'une étoile, suivant la distance, suivant la coordonnée R. Alors l'espace est courbé, donc c'est pas la distance R là, mais on va dire que là je trace un cercle qui vaut 2πr. Merci pour le follow, Trifon. J'ai encore les alertes qui sont trop forts. Il faudrait que je change ça. Le problème, c'est quand je fais propriété. Bon, je vois ça plus tard. Et en gros, ça dépend du rayon. Là, il y a un rayon R1, là, il y a un rayon R2, là, il y a un rayon R3, etc. Alors, c'est pas le rayon de... C'est un peu plus subtil que ça, mais voilà, c'est une coordonnée de l'espace-temps. Et vous voyez que le nombre ici, au lieu d'être égal à moins 1, c'est quelque chose qui dépend de R. Ça veut dire que l'espace va être courbé. Et donc, la métrique, ceux qui connaissent, c'est le G mu nul. Merci Sorcière, Oz, Axolot, LS. 4 noms en un. Merci pour le follow. Voilà, ce qu'on a déjà fait de la relativité générale, c'est le fameux G mu nul, c'est la métrique. Et si ça dépend du système de coordonnées, on a des dérivés par rapport à la coordonnée. Et ça fait que dans l'équation des géodésiques, il va y avoir une accélération. Accélération. Donc la dérivée seconde de x alpha. Je crois que c'est un autre indice. Voilà, ça c'est non nul. Il y a ce qu'on appelle l'équation des géodésiques. Et donc, votre espace, votre point, vous le lâchez sans force, et il va y avoir des trajectoires courbes, parce que c'est courbé par les astres. Voilà, l'espace-temps n'est plus plat. Là, j'ai à peine effleuré la relativité générale. C'est beaucoup plus compliqué que la relativité restreinte. Donc oui, le repère change avec l'apport, pas de la gravitation, il change avec la présence des objets qui crée une dépendance de la métrique, la manière de mesurer les distances, en une dépendance en les coordonnées. Donc mesurer les distances ne se fait pas de la même manière d'un endroit à un autre. Votre règle, vous ne pouvez pas la déplacer. Quand vous la translatez d'un point à un autre, il se passe des choses. Elle est modifiée. Voilà, la métrique est modifiée.
L'autobiographie, moi, Asimov, est excellente aussi. Ok, j'ai pas lu, je testerai. Pour les lecteurs lambda, c'est comparable à un trip hallucinatoire. Ah oui, si tu comprends rien des termes, ouais, c'est un peu à destination des physiciens peut-être. Oui, c'est non local, mais du coup, les scientifiques qui vont constater la synchro non locale des modifications d'état des particules vont, eux, être soumis à la loi relativiste. Euh, en fait, ce sont des... Quand tu fais de l'intrication, c'est toujours avec des mesures statistiques. Tu fais toujours plein de mesures. Et tu te rends compte que ces mesures-là sont corrélées. Il y a une corrélation. Par exemple, tu te rends compte que si tu mesures le spin d'un électron selon un axe, et que loin, là ces fameux Alice et Bob là, et que loin d'ici Bob fait la même chose, vous allez trouver des corrélations entre vos résultats. Mais pour décider, voilà, vous envoyez 2 électrons là où ça peut être des photons, des polarisations de photons. Ils sont intriqués, donc vous les faites interagir ou alors ils sont émis par le même phénomène, donc ils sont intriqués. Il n'y a pas d'interaction intermédiaire. Et donc, quand ils sont mesurés tout à gauche et tout à droite, les résultats ne vont pas être indépendants. Ils vont être dépendants les uns des autres. Et ça, tu vas le voir, mais Alice va le mesurer, Bob va le mesurer, mais ils vont rien pouvoir en faire parce que Bob, il est pas au courant de ce qu'a fait Alice, de ce qu'a mesuré Alice. Ils peuvent juste s'entendre par avance à la série de mesures. Ils vont juste décider à l'avance de la série de mesures qu'ils vont faire. Mais ils savent pas à l'avance quels vont être les résultats. Et c'est seulement en communiquant de manière normale qu'ils vont pouvoir comparer leurs résultats. Et ça, cette communication, elle ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. L'image du fond d'écran de ton PC est magnifique. Je sais plus qui c'est ça. C'est un peintre. C'est une vraie peinture, c'est pas de l'IA. Je sais plus. Attendez, je l'ai là. Je vais te le retrouver. Hop. Ah, elle est là. Edmund Darch Lewis. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne. Attends, mais c'est ça. Non, zut, ça c'est ce que je donne. Mais c'est lui, hein. Avec le bateau, là. Bah, c'est tout le temps la même chose, mais... Edmund Lewis. Ouais, bon, c'est lui, quoi. Bon, je retrouve pas la peinture exacte, mais c'est lui, hein. C'est bizarre, ça, qui est... Je lui donne un truc, et il trouve le style. Si je vais sur Wikipédia, peut-être. Mais il trouve pas la peinture exacte. Voilà. Il a vécu entre 1835 et 1910. Ah là, je vais peut-être la voir, là. Non. Ouais, j'aime bien. C'est... Il y a T'as envie d'y aller. T'as envie de te balader, là. Et c'est...
C'est apaisant, il y a un côté apaisant, j'aime bien. Bonjour, c'est mon compagnon Ice Club qui m'a recommandé la chaîne. Ah bah super, si vous faites venir d'autres gens, notamment vos compagnes et compagnons. C'est ma Shibu New Fête. Ok, je veux pas savoir les noms que vous vous donnez les uns les autres. Ça vous regarde. Non mais c'est cool ouais, de partager, c'est cool, merci. Ok. Pour plus de relativité, pour plus de détails sur la relativité générale, la série de 4 vidéos d'Antoine Bourget. Ouais, vous pouvez aller voir à Scientia Egregia pour les détails mathématiques. Ok. Bon, moi je vais aller manger. Je prends pas de petit-déj le matin, donc j'ai toujours pas mangé depuis hier soir. Là. J'ai pris 2 cafés. C'est tout. Ma consommation de café est limitée à 2 cafés le matin parce que ça dépend des gens, la sensibilité au café, mais moi, si j'en prends trop, si j'en prends dans l'après-midi, le soir, j'ai un peu du mal à m'endormir. Donc là, j'ai pris mes 2 cafés. Souvent, même, je les prends les 2 avant 10h du matin, si j'y arrive. Et quand je tourne des vidéos, ça m'arrive d'en prendre un 3e pour tenir le rythme. Parce que j'ai pas de prompteur et du coup, c'est quand même. Il faut retenir les phrases. Sans prompteur, ça demande quand même un peu d'énergie. Peut-être que dans certains cas, j'ai pas de prompteur en fait, mais peut-être que je le testerai avec. J'aime pas trop l'effet que ça fait, le fait de voir la personne lire de gauche à droite là, mais pourquoi pas. Ok, bon, eh ben merci pour vos questions, vos commentaires, votre participation. Moi, je vais aller manger. Et puis on se refait un live d'ici pas longtemps. Et sur la chaîne Livre et Sciences TV, là, je vais tourner. En fait, je vais refaire le live qui a bugué, où le son a bugué, en commentaire donc de la vidéo La dilatation du temps. J'avais parlé justement de ce que j'avais fait sur la dilatation de la masse. Le fait que il y a une possibilité que, à cause de la métrique de Schwarzschild, si la... Je sais plus où j'ai mis ça. S'il y a une dilatation du temps perçue pour l'astronaute, pour Cooper, dans Interstellar, il y a aussi... donc ça vient de la métrique de Schwarzschild, là, ce que je viens de vous montrer. Il y a peut-être aussi un effet de masse apparente. Donc ça, c'est l'article, une ébauche d'article que j'écris, où je parle justement du fait que quand on met la vitesse de libération dans le facteur bêta de la métrique de Schwarzschild, ça donne pile le gamma. Ça fait pile le lien entre le gamma de relativité restreinte et le gamma de relativité générale. Et donc, d'une certaine manière, dans la métrique de Schwarzschild, on voit la dilatation du temps sur dt et on voit aussi la contraction des longueurs. Et donc, peut-être qu'il y a aussi le fameux gamma de gamma m, m' égale gamma m, la dilatation de la masse. Et donc, je fais des petits calculs grossiers, sans faire de relativité générale pour l'instant. Je le ferai dans un deuxième temps, pour essayer de voir comment la masse peut être modifiée. Vous savez, la vraie formule pour l'énergie, c'est pas E égale mc2, c'est E égale gamma mc2. Et un objet en mouvement est perçu avec une masse plus élevée. Et la partie, si je prends un volume de l'étoile, vu qu'elle est en mouvement par rapport à l'espace-temps, qui tombe en permanence, de loin, elle est peut-être perçue avec une masse plus élevée. Donc j'essaie de calculer le gamma apparent, la masse apparente. Et en faisant quelques approximations, notamment la masse volumique constante, je trouve des formules. Voilà. Ça se trouve, il y a un truc qui fait que ça ne marche pas, que j'ai pas vu, mais je teste. Je vois ce que ça donne.
Voilà, je parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo en détail. Ouais, les grésillements, non, j'ai pas réussi à traiter le son. C'était impossible à reprendre. Là, ça allait le son, je pense. J'ai changé sur OBS les paramètres. Donc je pense que ça devrait aller. Ok. Bon, bah merci. Passez un bon dimanche. Et puis à une prochaine fois pour un prochain live. Allez, à bientôt.